m'appelle Alex Perez, je suis chef de projet chez Certivea. Donc je vais faire une très brève introduction, puis après je vais appeler nos invités. Donc cette table ronde, elle s'appelle le numérique dans le secteur de l'immobilier, nouveaux usages et nouveaux métiers. Donc, la question qu'on peut se poser simplement, c'est pourquoi est-ce qu'on a souhaité mettre en place cette table ronde? Donc à Certivea, on a commencé maintenant depuis quelques temps à travailler sur les sujets du numérique. Il y a eu un nouveau-né avec le label R2S qui a été présenté précédemment, qui a été créé avec la Smart Building Alliance et l'Alliance HQE. Et l'objectif, la vocation de ce label, c'est vraiment de créer toute l'infrastructure, tout le socle technique, que le bâtiment soit, on en a parlé, une plateforme de services numériques. Donc on va travailler sur le réseau, sur la sécurité, pour que le bâtiment soit en quelque sorte plug and play. Une fois qu'on a réfléchi à toute cette infrastructure, qu'on l'a mis en place, il va falloir réfléchir aux usages. Parce qu'on n'a pas les mêmes usages, justement, Corinne et Paulson en parlaient dans différents types de bâtiments, dans un hôtel, dans une plateforme logistique, etc. Donc l'objectif du R2S, ça va être de mettre en place justement toute la technologie pour qu'on puisse s'adapter, contextualiser et mettre en place tous ces usages. Et tous ces usages, ils vont impacter, ils vont créer de nouveaux métiers, puis managers, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité inviter 3 personnes qui sont bien sachant sur ces sujets pour vous parler des nouveaux usages et des nouveaux métiers. Donc je vais appeler Franck Overkar, Patrick Lichou et Saïd Akaboun. Donc je vais vous introduire chacun, puis en plus on commencera la question. Donc Franck Overkar, vous êtes directeur de la stratégie de Quartus. Donc Quartus vient du mix de quartier et de us pour le mot en anglais. Donc l'idée portée par cette contraction de votre groupe, c'est de penser à des projets qui soient ouverts, mixtes et avec de nouveaux usages. Bonjour Saïd Akaboun, vous êtes responsable d'environnement de travail chez ICAD. Donc ICAD ne présente plus foncière, promoteur, développeur, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui travaille à plusieurs échelles à la fois du bâtiment et du territoire. Donc ICAD souhaite mettre en place, mettre l'accent sur la qualité du travail et la digitalisation dans ces nouveaux projets, notamment symbolisé par son siège open qui est pilote Osmose et R2S. Patrick Lichou, vous êtes président, directeur général et cofondateur de H-Experience. Donc H-Experience, c'est une start-up qui propose des services numériques destinés aux bâtiments, avec notamment une solution logicielle SMATI qui est basée sur l'IoT, et l'analyse prédictive pour exploiter les données liées au fonctionnement et aux usages du bâtiment. Corinne Paulson, je vais vous présenter maintenant vice-président du CIPEMI et président du groupe STIME. Donc on va commencer directement avec vous, Monsieur Overkar. Donc votre groupe ambitionne de remettre l'humain au cœur des enjeux, au centre des préoccupations. C'est une phrase que j'entends un peu tout le temps en conférence, lors de présentations, etc. Et je voulais savoir concrètement qu'est-ce que ça signifie remettre l'humain au centre des enjeux, enfin de quel enjeu est-ce qu'on parle, et comment est-ce qu'on peut mettre en place ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si ça marche. Et effectivement, ça ne peut pas, parce que c'est pas abîmé. Vous m'entendez? Parfait. Merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le travail qui est mené par le groupe Quartus, c'est de se repositionner sur les besoins des utilisateurs, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. Je vais vous donner 2-3 exemples amusants, c'est-à-dire que, enfin, pas tant que ça en fait, c'est que la taille moyenne d'un appartement, aujourd'hui, elle n'est plus du tout dictée par ce que voudrait un client, elle est dictée par une optimisation fiscale liée à la surface minimale que l'on puisse faire pour bénéficier des crédits d'impôt en investisseur Pinel. La taille d'un logement étudiant n'est pas du tout dictée par ce que veut un étudiant, elle est dictée par les équipements minimaux qui doivent être mis en œuvre pour bénéficier de l'abattement fiscal d'une résidence étudiante dans le cadre des systèmes d'investissement. Voilà ce que j'appelle remettre l'humain au centre, c'est se reposer la question de quels sont les besoins dont ont besoin nos concitoyens pour vivre dans leur logement, pour travailler dans les bureaux. Donc ça veut dire se reposer la question et leur reposer la question de ce qu'ils souhaitent, travailler à la fois sur les big data, comme vous le disiez madame, sur les informations dont on peut disposer.
Aujourd'hui, avant de s'implanter quelque part, on peut disposer d'une batterie d'une 70-80 indicateurs territoriaux qui nous permettent de savoir quelle typologie de logement ou de bureau il est nécessaire d'implanter à un endroit donné. Là où l'intelligence artificielle nous aide, c'est dans la capacité de prolonger ces informations photographiques issues de données INSEE ou autres par rapport aux évolutions d'un territoire. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus en capacité de traiter ces informations-là. Ceci étant fait, il y a également un croisement à faire avec les données qualitatives cette fois-ci, c'est-à-dire les enquêtes locales. Et c'est par exemple ce que l'on fait sur nos opérations de conception, où on va aller utiliser les réseaux sociaux avec une start-up qui s'appelle Made in Vote pour aller faire des enquêtes qualitatives de manière à savoir auprès des gens qui habitent déjà dans le quartier sélectionné ou bien qui souhaitent y habiter ou qui y travaillent, pardon, quels sont les types de services qu'ils attendent, quels sont les types de commerce, quelles sont les typologies de logement qu'ils souhaitent. On est parfois d'ailleurs surpris de voir des contradictions ou des convergences très fortes entre des données de prédiction de démographie territoriale et des données de besoins qui sont exprimées dans ces enquêtes qualitatives. Vous voyez un travail là sur le digital en amont. Après, c'est là le cœur de notre matinée, c'est quel service on donne aux gens dans leur logement. Alors, ce que les gens nous demandent, c'est la même chose que sur leur iPhone, c'est-à-dire sur leur smartphone, c'est-à-dire quelque chose qui soit régulièrement upgradé, dont ils ne se préoccupent pas de savoir quand il faut faire les mises à jour, et qui est disponible en permanence et qui leur facilite la vie. Le reste ne les intéresse pas. Savoir quelle est leur consommation tous les jours ne semble pas être une préoccupation majeure dans les enquêtes qu'on a pu faire. Voilà, c'est là où aussi ça vient percuter des objectifs nationaux sur l'efficacité énergétique notamment, où l'intérêt pour nous c'est de trouver des outils qui accompagnent les utilisateurs sur cette notion-là et qui correspondent à leurs demandes et où on ne vient pas leur imposer un usage qui ne leur apporte pas grand-chose. Pour faire une anecdote, la ville de Stockholm, qui est quand même connue pour être une des villes les plus développement durable, a fait une enquête sur les citoyens de Stockholm sur pourquoi vous prenez le vélo pour venir travailler. Donc dans l'enquête, il y avait parce que je veux protéger la planète, parce que j'émets moins de carbone. Et puis à la fin, des réponses, c'est parce que c'était plus simple. Les citoyens de Stockholm ont répondu à 70% parce que c'est plus simple. Donc voilà, il faut revenir à ce que souhaitent les gens qui habitent et qui travaillent dans des lieux, et pas essayer d'inventer des usages qui sont certes extrêmement pertinents au titre social, mais pas forcément utiles au titre individuel et qui nécessitent cette fois-ci de se poser la question de l'ergonomie de nos plateformes. Moi, ça fait 20 ans que je me bats sur l'ergonomie, par exemple, des systèmes de régulation, de climatisation ou de ventilation dans les locaux que vous avez dans toutes les salles de réunion. Il faut être au moins ingénieur et plus pour savoir s'en servir. Et ils sont tous différents. Oui, on sait qu'on a un vrai problème avec l'ergonomie des produits industriels pour le bâtiment. Donc là aussi, je pense que le numérique va nous amener à travailler peut-être plus directement entre concepteurs, constructeurs, promoteurs et industriels, beaucoup plus qu'on ne le faisait auparavant, où l'industriel venait avec un produit tout fait. Voilà un certain nombre d'éléments. Et puis enfin, sur la plateforme dont vous parliez, le bâtiment doit être conçu comme quelque chose qui doit pouvoir s'upgrader, ce qu'on n'avait pas du tout en tête dans la vision de l'immobilier. Nous sommes des gens qui faisons des bâtiments qui durent 20, 30, 40, 50, 100 ans et plus. Or là, à partir du moment où vous y rentrez des systèmes digitaux, cette notion de mise à niveau permanente, de capacité d'upgrade à moindre coût, de diffusion de l'information entre les acteurs, ça existe déjà, on le fait depuis toujours, de s'échanger de l'information. La question, c'est est-ce que cette information pourra se la diffuser en la qualifiant, avec un niveau de fiabilité que l'on peut échanger avec l'information. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut le faire à coût marginal. Parce que je peux vous donner de l'information, mais si je vous demande de l'argent à chaque fois, ça ne va pas forcément être efficace économiquement. Et si à chaque fois que je vous pousse une information, vous me demandez mais est-ce que c'est bien sûr, on n'en sortira pas non plus. Donc ces deux notions-là que nous pratiquions de manière empirique
Par exemple, dans notre métier de construction, on sait très bien qu'un plan à l'échelle 50e est par construction normalement beaucoup plus précis qu'un plan à l'échelle au 200e. Avec l'arrivée du numérique, on a complètement oublié ces notions d'échelle, puisqu'on peut zoomer très facilement dans un plan. Résultat des courses, beaucoup de gens confondent numérique et précision, et résultat des courses, on construit, je pense, parfois moins bien à cause de cette approche qui nous fait oublier que c'est pas parce que c'est sur l'ordinateur que c'est fiable. Et là, c'est un sujet de fond, hein, c'est qu'il faut retrouver un étiquetage systématique de l'information avec une qualification de la fiabilité de cette information. Et ça va être le sujet de demain, parce que sinon, cette interopérabilité dont nous parlons tous, elle n'aura pas lieu. Même si les logiciels arrivent à se parler, si derrière je n'ai pas qualifié l'information que je transmets à d'autres, elle est donc non fiable et donc il faut la ressaisir et la recontrôler. C'est ce qui se passe tous les jours, vous le savez mieux que moi, entre un dossier des ouvrages exécutés transmis par un constructeur et ce que le mainteneur met dans sa GMAO. Il ressaisit tout puisqu'il n'a aucune confiance dans l'information transmise, puisque personne n'est responsable, soit légalement ou assurantiellement, de l'information qui est transmise à l'autre. Voilà, donc ça existe depuis 20 ans. Hein, la législation sur le dossier des ouvrages exécutés existe depuis au moins 20 ans. Et le numérique, nous, quand on a commencé à travailler avec le plan bâtiment durable sur ce sujet-là, puis le plan de transition numérique dans le bâtiment, ce n'est que cela, c'est de dire, nous avons des outils digitaux qui permettent de réaliser le vœu du législateur d'il y a 20 ans, c'est-à-dire d'avoir des vrais dossiers des ouvrages exécutés qui sont transmissibles à coût marginal et utilisables pour les interventions ultérieures sur l'ouvrage. Voilà donc très rapidement les sujets qui nous intéressent. Vous avez répondu en partie à une seconde question que je souhaitais vous poser, c'est on a l'habitude de dire qu'un bâtiment est obsolète dès sa livraison, donc un bâtiment il va... Alors, la première étape ça peut être, comme vous dites du coup, de définir les besoins pour voir comment on va construire les bâtiments. La seconde étape, est-ce que ce serait comment est-ce qu'on fait pour construire un bâtiment qui va accueillir plusieurs occupants qu'on ne connaît pas par avance, parce qu'un bâtiment va vivre, comme vous dites, de 50, 70, 100 ans, et comment est-ce qu'on fait pour définir que le bâtiment soit adapté à des besoins qu'on ne connaît pas encore? Là, je vais faire une analogie de ce que j'apprends nos collègues de l'informatique, c'est-à-dire que dans l'informatique, vous avez le hardware et le software. On a tous des ordinateurs à proximité. Ces ordinateurs sont diffusés de manière mondiale et servent à tout le monde. Donc le hardware est par construction standardisé pour être le plus facilement utilisable avec n'importe quel type de software dessus. Après, vous avez des machines de plus en plus puissantes en fonction des spécificités que vous voulez. Donc l'immobilier, à mon avis, va devenir le support de services demandés par des utilisateurs de la même manière. C'est-à-dire qu'il y aura des immobiliers pas chers mais peu agiles, sur lesquels on ne pourra pas installer beaucoup d'équipements numériques et pas beaucoup de services. Et puis il y aura des immobiliers plus flexibles, avec une durée de vie plus longue, avec une puissance plus importante, une flexibilité intégrée plus importante, capacité de déplacer très facilement des pièces, de déplacer des éléments. Vous donnez juste une question, un exemple. Je suis allé visiter le siège d'Ubisoft à Montréal. Le cahier des charges principal d'Ubisoft, c'était de pouvoir déplacer 500 postes de travail en moins de 8 heures. Parce qu'ils bougent tout le temps sur les projets, et donc leur problématique, c'était comment je déplace 500 postes de travail en une nuit. Donc le cahier des charges était celui-là, et l'immeuble a été conçu pour répondre à cette problématique-là. Donc c'est des éléments effectivement de hardware, et puis ensuite le software, ça va vraiment nous perturber, parce qu'on avait vraiment beaucoup pris l'habitude de livrer des gestions techniques du bâtiment intégrées comme un objet physique du bâtiment. Or aujourd'hui, je suis convaincu que ces gestions techniques du bâtiment vont muter vers des systèmes d'opération de l'immeuble sur lesquels on viendra brancher des applicatifs. Donc de la même manière que vous avez un système d'opération sur votre ordinateur, qui peut être soit Windows, soit Mac, derrière on vient y brancher de multiples applicatifs sur le bâtiment. Je pense que c'est l'évolution naturelle. Pourquoi celle-ci? Parce que les gens qui viennent de l'extérieur sur le bâtiment sont les gens qui viennent du numérique. Donc ils y appliquent les mêmes méthodologies que ce qu'ils ont appliquées dans le développement de l'industrie numérique ces 30 dernières années. Corinne Colson, est-ce que vous voyez arriver ces gens du numérique dans le secteur du facility management justement et qui vont impacter votre secteur, comme le dit M. Lafray?
partout en fait. On a une famille aujourd'hui, tout ce qui est connecté, enfin tout ce qui est lié à la vie sur un bâtiment, que l'on parle d'utilisation d'un objet technique, on parle de GDC, ou d'un service, voire même d'une fonction d'accueil, voire même d'une fonction de propreté, le numérique est partout. Donc tout le monde arrive avec ses évolutions, son appli, sa plateforme, et tout le monde demande la même flexibilité. Donc une fois de plus, l'enjeu est de dire, ok, le bâtiment, je suis d'accord avec l'idée que il héberge un ensemble d'usages possibles, et c'est la flexibilité autour de l'utilisation de ces usages, l'utilisation de ces services, qui va rendre le bâtiment intéressant. Je voudrais juste revenir sur un point. Ivanhoe et Cambridge, quand ils ont lancé les tours du haut il y a 7, 8, 10 ans, elles sont en construction. La question, c'était de dire, je lance quelque chose de nouveau, dont je ne sais pas ce qu'il sera dans 5 ans, mais il faut qu'il réponde à un service, à un besoin pendant 30 ans. Et donc la seule possibilité, c'est de dire, ok, je construis la coque, le hard, que je laisse le plus flexible possible dans sa construction technique, et puis derrière, on y pluguera des services. J'en profite pour dire que les tours du haut sont pilotes R2S, donc ils ont bien cette touche hard pour adapter en interopérable le bâtiment. Je vais passer maintenant à Saïd Akaboun. ICAD a récemment entrepris un projet de transformation de son siège, donc Open, à Issy-les-Moulineaux. Donc l'accent a notamment été mis sur le travail collaboratif, le flex office, l'efficacité des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche qui est entreprise sur Open? Bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, on a pris la décision il y a un petit peu plus d'un an de déménager de siège social, et au-delà de ce déménagement-là, c'était aussi de revoir un peu tous nos nouvelles façons de travailler, de savoir comment on peut pousser la performance de l'entreprise, améliorer la transversalité, améliorer le collaboratif. Du coup, ce projet, effectivement, il est avec la direction générale, les ressources humaines, l'IT, pour justement avoir une vision globale. On parle du collaborateur et on construit autour de ce collaborateur un bâtiment, des services pour plus de mobilité, plus de transversalité, pour avoir un bâtiment, pour avoir des gros flux, des flux de personnes, mais pas seulement d'idées, des flux de savoir. Et c'est aussi un levier de performance. C'est-à-dire qu'on ne gère plus un sujet spatial, mais un sujet social humain autour de l'organisation du travail. Et de savoir comment on organise ces nouveaux modes de travail dans ce nouvel environnement. Donc la démarche, effectivement, de proposer des solutions innovantes, des solutions IT qui soient mobiles, interopérables, qui permettent de favoriser le travail à distance. On a favorisé le travail à distance. Et au-delà de ce bâtiment-là, c'est de faire effectivement un lieu de vie, au-delà d'un poste de travail simple, on ne raisonne plus en mètres carrés, mais surtout dans un espace de vie. Et au-delà de ça, au-delà du bâtiment, on travaille aussi à l'extérieur du bâtiment, parce qu'avec le coworking ou le travail à distance, on a des collaborateurs qui sont plus d'un collaborateur sur 3 qui est en télétravail, en espace de coworking, et du coup qui reste connecté aussi avec ses collaborateurs. Et la solution qui a été mise en place, effectivement, c'est cette démarche user-centrique, c'est-à-dire on a une solution premium d'un point de vue IT, que ce soit avec l'iPhone, le laptop et les Cisco, les écrans de vidéoconférence qui combinent aussi messagerie. Ça permet effectivement d'avoir cette connexion partout, quel que soit l'endroit où se trouve le collaborateur. Donc ça, c'était la réflexion un peu globale. Aujourd'hui, effectivement, un an après, on a un retour d'expérience de ce bâtiment-là et tout ce qui a été mis en place. On a mis aussi en place des nouveaux services, que ce soit d'un point de vue qualité de vie au travail, permettre la conciergerie, effectivement, auparavant on avait une conciergerie physique sur le bâtiment, maintenant elle est digitale, pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs, quel que soit le site, qu'ils soient chez eux ou sur le lieu de travail, d'avoir accès à ces services. On a mis un certain nombre, on a un taux de ratio par exemple d'occupation à Open de 0,8. On est passé d'un bâtiment de plus de 20 000 m² à un bâtiment qui fait un peu plus de 10 000 m², on a divisé pratiquement la surface par 2. Et du coup, on avait besoin aussi, pour que les collaborateurs puissent trouver leur place, c'était aussi une des interrogations qu'on avait fait dans la conduite de changement de ce projet-là, c'est de dire, j'ai plus de
bureau fixe, très bien, c'est un environnement 100% dynamique, c'est agile, mais demain, concrètement, si j'arrive le matin et je trouve pas de place, comment je fais? Donc effectivement, on a construit aussi à travers des capteurs CSM au niveau des bureaux, ça nous permet de voir aussi des afficheurs dynamiques sur chacun des paliers pour avoir quelles sont les places disponibles. On peut réserver une place, une salle de réunion à la volée, et on a une vision de l'ensemble du bâtiment de manière horizontale, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est un facilitateur. L'idée, c'est effectivement que le collaborateur perd un nombre de mètres carrés de ce qu'il avait auparavant, et savoir en contrepartie, si on peut parler ainsi, quels sont les services qu'on peut lui proposer et comment on lui facilite la vie. Voilà. Et l'enjeu effectivement de ces nouveaux objets connectés, ces capteurs, ces données-là, c'est de savoir comment on les traite. Du coup, effectivement, on revient sur les nouveaux métiers avec nos prestataires et savoir comment on gère toute cette donnée-là. Donc ça, c'est aussi un des enjeux d'avoir aussi, parce qu'effectivement, il y a plein de solutions qui sont proposées, que ce soit en termes de gestion d'espace, de salles de réunion ou des services. On a un certain nombre de services avec des applications. On peut se retrouver avec chaque service une application, savoir comment on centralise tout ça pour que le collaborateur, ça soit facile pour lui. Ou avec Uber, avec un certain nombre d'applis, c'est instantané, et si on lui fournit un certain nombre d'applications digitales, savoir comment on centralise tout ça. Donc, dans les conférences où j'ai l'habitude d'aller, on parle souvent de comment est-ce qu'on va concevoir, comment est-ce qu'on va réaliser le bâtiment, des capteurs, etc. Et ce qui est intéressant sur Open, c'est qu'on a un exemple de bâtiment qui est en exploitation. Donc tout le numérique qu'on apporte dans le bâtiment, ça apporte, comme vous dites, c'est un impact sur la qualité de vie au travail, ça amène des nouvelles façons de travailler, de collaborer. Au syndicat, comment est-ce que vous avez accompagné le changement, les nouveaux outils qui sont apparus? Alors le changement, effectivement, on l'a fait en amont du projet, pendant le projet et post-projet, une conduite de changement, avec des formations sur la partie IT, avec notre DSI. On l'a accompagné aussi avec nos partenaires, soit Orange, sur les parties écran, box, et du coup avec des floor workers d'Orange, pratiquement un mois sur le site, pour leur montrer comment fonctionnent les Cisco Spark et les écrans de visioconférence pour pouvoir effectivement l'utiliser de manière concrète, les applications, de pouvoir concrètement s'enregistrer, comment fonctionnent les services et autres. Et du coup, il y a cet accompagnement sur le terrain. Et on met en place dans le service environnement de travail effectivement des floor managers aussi qui sont là au quotidien pour faciliter la vie de nos collaborateurs. Vous avez un outil qui s'appelle Wiki. Alors, ça effectivement pour le suivi. Alors on a fait plusieurs enquêtes de satisfaction, comme tout projet un peu nouveau et qui renforce un peu les habitudes de travail pour nos collaborateurs. C'est pas forcément quelque chose d'acquis dès le départ. Il y avait des vraies interrogations qui étaient légitimes, et de savoir comment on mesure la satisfaction de nos collaborateurs. Donc on a mis en place des enquêtes Lisman par exemple, qui permettent de juger la satisfaction d'un point de vue ergonomique sur les espaces qu'on a mis en place. On a effectivement 100% environnement dynamique, on a des espaces identiques pour l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit la tâche du bâtiment. On a des espaces différenciants avec des différents usages. Le restaurant d'entreprise qui est aussi un espace de coworking. Voilà, il y a tous ces nouveaux lieux qui sont aussi multifonctions quelque part. Et on a mis aussi, cette fois-ci plus sur la partie qualité de vie au travail, un outil qui s'appelle Witifit, qui permet de mesurer aussi la satisfaction des collaborateurs, mais d'un point de vue managérial, vie privée, vie publique, collective, vie privée, vie professionnelle, pardon. Et ces outils-là permettent aussi d'avoir des données pour en sortir un plan d'action et savoir comment on peut améliorer le bien-être des collaborateurs. Monsieur Pichou, H-Expérience a été créé en 2015 à la suite d'un constat, je cite, alors que le numérique bouleverse un grand nombre de secteurs, le secteur du bâtiment s'est jusqu'à présent tenu à l'écart de cette révolution. Donc, depuis 2015, simplement, où est-ce qu'on en est de cette révolution? Est-ce qu'il y a eu des changements? Qu'en est-il? Oui, donc effectivement, depuis 2015, il y a eu beaucoup de changements. Je rejoins complètement ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure. Toute la filière est impactée. Donc nous, on est un éditeur de plateforme, j'expliquerai tout à l'heure, mais on est
est en relation avec tous les acteurs de cette chaîne, que ce soit des bureaux d'études, des architectes, qui commencent à s'intéresser de plus en plus à ces technologies-là pour s'assurer qu'ils soient en mesure de répondre aux lots smart qui sont généralement mis dans les CCTV maintenant, que ce soit les constructeurs, donc on est en relation aussi avec des très gros acteurs français et mondiaux de la construction, pour justement modifier leur offre, faire en sorte que demain, eh bien, ils puissent offrir une offre connectée directement. Et peut-être que leur travail ne va plus s'arrêter à la construction de l'immeuble et donner les clés aux propriétaires, mais ensuite, évidemment, comme il y a des engagements de performance énergétique, ils vont devoir suivre ça au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Que ce soit au niveau des promoteurs aussi, qui sont en pleine révolution numérique, qui sont évidemment à la recherche de services, quel bouquet de services offrir demain à leurs clients. Les foncières qui sont aussi en réflexion très très importante, alors plus ou moins avancée en fonction des entreprises. Il y a 2 jours, j'étais un très gros property manager. Lui, il a une révolution qu'il est en train de faire au niveau numérique, avec justement comment équiper les bâtiments qui payent d'ailleurs dans tous ces bâtiments existants, qui payent les capteurs, etc. C'est un vrai enjeu au niveau du business model. Ensuite, on récupère la donnée, à qui appartient la donnée, comment on la traite, et puis quel type de service on va pouvoir offrir. Et puis il y a différents types de données, il y a les données évidemment techniques du bâtiment, et puis il y a pour le property manager évidemment toutes les données financières du bâtiment. Donc est-ce qu'il faut mettre ça dans une seule même plateforme? Est-ce qu'il faut faire plusieurs plateformes différentes? Comment interconnecter tout ça? Et quel type d'enjeu demain ce sera pour eux et pour leurs clients? Donc voilà, donc il y a vraiment des évolutions très très fortes, et puis évidemment tout ce qui est ceux qui sont derrière pour l'exploitation, la maintenance, les facility managers, on est aussi en contact avec certains d'entre eux pour, c'est vraiment de la digitalisation de leur métier, avec une optimisation des coûts, donc madame en a parlé tout à l'heure, comment réduire le nombre d'interventions sur site avec des moyens d'intelligence artificielle et d'autres, et puis demain, évidemment, monter dans la valeur pour eux, c'est-à-dire clairement proposer des services à forte valeur ajoutée à leurs clients qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une évolution très très forte, donc on participe nous à toute cette réflexion. Alors H-Experience, on l'a créé effectivement il y a maintenant quelques temps. Nous, on est issus du monde informatique télécom, et on a embauché des personnes qui viennent du monde immobilier et du bâtiment. Et donc justement, on arrive à concevoir des solutions qui sont, on va dire, vraiment dédiées sur le monde du bâtiment, de par ces différentes connaissances. Et on réfléchit beaucoup, on discute beaucoup ensemble pour faire en sorte d'avoir des solutions qui sont vraiment appropriées. Et avec nos clients, on travaille extrêmement fortement avec les opérationnels, puisque ce qu'on déploie, ce qu'on veut, c'est que ce soit utilisé tous les jours. Si derrière vous déployez une solution qui finalement n'est pas adoptée, donc il y a la gestion du changement à faire aussi, ça c'est un élément critique pour la réussite du projet. Donc il faut embarquer, ce que vous avez fait chez ICAD aussi, embarquer les gens qui vont utiliser les services pour s'assurer que globalement il y ait une adoption, il y ait un changement qui soit réalisé avec tous les acteurs autour de la table. Donc ça c'est extrêmement important. On a parlé de services. Demain, beaucoup d'études montrent qu'un bâtiment aura à peu près 20 à 25% de sa valeur liée à de l'immatériel. Donc bien sûr l'emplacement restera primordial, mais les sociétés qui vont louer ces bâtiments, on en discutait à l'instant avec l'exemple d'ICAD, demain évidemment seront à la recherche, aujourd'hui et demain encore plus, à la recherche de services. Donc le bâtiment qui lui n'a pas fait sa révolution de services aura beaucoup plus de difficultés à trouver un preneur pour un bail. Donc là, il y a un investissement qui est à faire aujourd'hui, et c'est la valeur de demain sur Binance. Alors il y a un autre élément que je souhaiterais rajouter aussi, c'est que enfin, grâce au numérique, donc il y a un certain nombre de critères qui font que le numérique se développe maintenant, et enfin les usages et les occupants sont mis au centre des préoccupations. Donc ça c'est un gros changement, puisque vous savez tous avec tous les acteurs qu'il y a, etc.,
c'était extrêmement siloté. Nous, on a pu s'en apercevoir venant d'un monde très ouvert, en fait. Et le numérique fait tomber ces barrières. Donc, fait en sorte que tout le monde travaille ensemble dès la conception. Et après ce meeting, j'ai rendez-vous avec une société qui fait du PIM, parce que justement, voilà, ils ont besoin d'interconnecter, on a besoin d'interconnecter la maquette numérique à toute l'exploitation du bâtiment pour qu'il y ait une évolution qui soit régulière et douce entre la construction et l'exploitation maintenance. Donc un certain nombre de solutions maintenant sont disponibles et sont vraiment en déploiement, donc je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Le numérique, c'est maintenant, il ne faut pas attendre, parce que si vous attendez, vous allez perdre du temps par rapport à vos concurrents. Et ce qui est critique aujourd'hui, c'est que, évidemment, quand on se lance dans ce projet-là, une phase de mise en œuvre, mais on commence à récupérer de la donnée. Et la donnée, c'est la richesse de demain. Donc plus vous tardez à lancer ce genre de projet, plus vous serez en retard sur l'exploitation de la donnée, l'exploitation qu'on peut en faire grâce à l'intelligence artificielle, sachant qu'il faut, pour être pertinent au niveau intelligence artificielle, nous on travaille dessus profondément, il faut au minimum avoir 12 mois de données. Donc là, c'est vraiment critique, et puis on travaille sur des algorithmes en deep learning, donc en connaissance pour identifier des pannes sur des équipements. Donc il y a un certain nombre de critères qui font que maintenant on peut y aller. La première chose, c'est que effectivement les capteurs, on a parlé beaucoup d'IoT, on travaille beaucoup avec l'IoT. Les capteurs sont fortement réduits en termes de prix, donc il y a une multitude d'offres maintenant. Il y a des constructeurs qui travaillent sur beaucoup de cas d'usage. Donc l'offre de capteurs devient vraiment intéressante. Il commence à embarquer de l'intelligence, donc on parle un petit peu, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de edge computing, c'est-à-dire qu'en fait il faut aussi avoir du calcul sur le bâtiment. Donc les capteurs embarquent de plus en plus de technologies qui permettent de faire des calculs en local. Donc ça c'est le premier signal fort. Le second phénomène, c'est l'apparition des réseaux bas débit. On parle beaucoup de LoRa, de Sigfox en ce moment. Donc nous, on utilise beaucoup de LoRa à l'intérieur du bâtiment, notamment du LoRa privé, en fait, mais on peut utiliser du LoRa opéré. On utilise du LoRa privé à partir du moment où le nombre de capteurs est suffisamment important. Sinon, on fait du LoRa privé ou du Sigfox. Donc ça, c'est le deuxième élément. Ce qui permet de récolter de la donnée à un coût très faible. Donc ces protocoles-là, bien sûr, ne sont pas capables de transporter de l'image, mais ils sont capables de transporter des index relevés-compteurs, des signaux d'alarme, etc., qui sont suffisantes pour déjà offrir beaucoup de services. Et puis le troisième élément fondamental, c'est le cloud. Donc évidemment, avec toutes les puissances de calcul qui sont disponibles dans le cloud, eh bien, on peut traiter de la donnée. On peut traiter et louer de la puissance calcul, par exemple, pendant quelques heures, pour faire des calculs très complexes. Donc du coup, on arrive à une combinaison de phénomènes qui font que globalement, on est aujourd'hui en mesure d'augmenter très fortement la valeur des services qui sont offerts aujourd'hui, qui seront offerts demain, et notamment grâce à tout ce qui est intelligence artificielle. Peut-être réagir effectivement, ce qui est assez magique en ce moment, c'est qu'on remet l'utilisateur au centre. On parle de user experience, on parle de code de conciergerie d'hôtellerie, mais au-delà de ça, effectivement, on prend en compte son besoin. Et pourquoi on prend en compte son besoin plus? C'est parce que son employeur, aujourd'hui, prend aussi en compte son besoin. Aujourd'hui, l'employeur est en train de se rendre compte que l'immeuble de demain va être un peu son flagship, qui va incarner une vitrine de ce qu'il veut être. Et toujours cet exemple, la vitrine de la Banque de France n'est pas la même que la vitrine de la Société Générale, pourtant ce sont deux banques. Donc, et l'employeur a besoin de faire venir des collaborateurs et de les garder. Les collaborateurs qui aujourd'hui sont avertis. Avant, on n'avait pas tous ces moyens technologiques de communication. Maintenant, l'employé, il est averti, il veut choisir. Et aujourd'hui, tous les retours des services ressources humaines sont, à part l'endroit, c'est-à-dire l'immeuble, c'est l'endroit, c'est quels sont les services, comment je les vivre au travail, c'est qui mes copains, la notion de clan, de communauté, et donc l'employeur, nous pouvons l'accompagner en lui offrant évidemment un
outil, là, un immeuble, un outil moderne qui est technique, moderne, qui est interconnecté, etc., avec un bouquet de services, d'accord, qui fait que le collaborateur a envie de venir. Et là, on commence à servir la performance, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est essentiel, on n'en parle pas assez, on commence à servir la performance de l'usage. En fait. Et quand on commence à servir la performance de l'usage, dès qu'on parle de performance, on parle de mesure de la performance. Et du coup, calculer le respect du préventif ou calculer le taux de disponibilité de la température, c'est une chose. Mais aujourd'hui, nos clients, ils veulent plus savoir quelle est la performance de mon usage. Quand je parlais tout à l'heure de conciergerie type de service, qu'on met en œuvre, connecté ou pas, demain, on va mesurer l'usage et on va voir en quoi ça facilite l'envie de venir au travail et l'envie de représenter des couleurs de Google ou de Facebook ou de je ne sais quoi. Et du coup, on commence à voir arriver des indicateurs immatériels de valeur d'usage qui rentrent dans la boucle et qui percutent avec bonheur, j'ai envie de dire, l'évolution de nos métiers. Pourquoi je dis avec bonheur? Parce que la chance inouïe que ça nous donne à nous, opérateurs de service, c'est qu'enfin, on va devenir une source de performance et non plus un poste de coût. D'accord? Et quand on commence à être une source de performance, à ce moment-là, on commence à être impliqué beaucoup plus en amont dans la stratégie d'un grand utilisateur qui va se tourner vers nous, comme il se tourne plus aussi maintenant vers les services humains, ce qui n'était pas le cas. Hein. Avant, il appelait son directeur immobilier et son acheteur. Et donc maintenant, il y a une collégialité qui se retrouve autour de, au fond, quel est le besoin que j'ai moi autour de l'immeuble. Et donc, comment est-ce que le numérique va m'aider à mesurer ça? Donc, ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de faire avec Osmose. Avant, tu venais travailler, point. Maintenant, si j'ai envie que tu viennes travailler, tu sois bien au bureau. Donc, pour ça, il faut que je mette en œuvre les services qui vont bien. Tout à fait. Justement, vous parlez d'exploitation de données, d'analyse de données prédictives, etc. Monsieur Fichou, je souhaitais évoquer avec vous l'expérience que vous avez eue avec Accor, où à la base, vous travaillez sur des hôtels d'un point de vue, c'était techniquement pour maîtriser les consommations énergétiques, et vous avez vu qu'il y avait des externalités positives au niveau des ressources RH, notamment des données collectées, si vous nous en parlez. J'aime bien cet exemple parce qu'il est effectivement extrêmement parlant. Donc nous, on a, en deux mots, on a une solution qui permet donc de gérer tous les équipements critiques du bâtiment. On a un bloc eau énergie, on a un bloc gestion d'espace, avec effectivement la gestion des flex office, des salles de réunion et la présence que vous avez mentionné tout à l'heure. Et puis on a un bloc confort des occupants, avec le CO2, la bruit, l'humidité, etc. Le groupe Accor souhaitait mettre en place une solution pour sensibiliser les general managers des hôtels et on va dire les responsables opérationnels de chacun des services à l'intérieur de l'hôtel, l'hébergement, la restauration, le spa, etc., sur les consommations d'eau et d'énergie. Donc on a mis en place une solution basée sur l'IoT, des petits capteurs. Donc, on a à peu près 50 points de données par hôtel. Tout ça connecté à une petite gateway LoRa et qui remonte les informations sur notre solution SMATI. Donc, le petit tableau de bord avec les indicateurs métiers, donc la consommation en litres d'eau par unité, il faut évidemment parler métier, sinon c'est pas pertinent. La consommation électrique en kilowattheure par couvert pour la restauration donc, permet à tous ces opérationnels de suivre au quotidien leur consommation par rapport à la journée d'avant, la semaine d'avant, le mois d'avant, et voire l'année d'avant, s'ils le souhaitent. Alors, première chose, ce qu'ils nous ont dit, donc on a évidemment déployé ça, on est en train de le déployer dans tous les hôtels d'Accor dans le monde, donc c'est un gros projet. Aujourd'hui, on a commencé par la France et 5 pays en Europe, et globalement, on a transformé ce projet qui est un projet pour sensibiliser les responsables des hôtels sur l'eau et l'énergie en un projet qui touche plusieurs axes. Donc, le premier, c'est l'eau et l'énergie. Le second, c'est toute la maintenance critique des équipements sensibles de l'hôtel, toute la gestion des processus critiques de maintenance. Donc, on connecte les centrales de traitement d'air, on connecte les ballons d'eau chaude sanitaire, on connecte les groupes froids, etc. Et donc, ils sont en mesure d'être prévenus à chaque fois qu'il y a un problème technique sur l'équipement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a peu d'hôtels qui étaient équipés de GTB, et du coup, ils n'avaient pas ces informations-là auparavant. Donc, du coup, là maintenant, le premier au courant du problème, c'est plus le client.
C'est ce qu'ils nous ont dit. Avant, le premier qui était conscient du problème, c'était le client qui mentionnait le problème donc à l'hôtel, et le dernier, c'était le technicien de l'hôtel et le general manager qui connaissait ça le lendemain. Donc maintenant, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est génial parce qu'on arrive à être hyper réactif, puisqu'on est prévenu immédiatement quand il y a une panne d'un ballon d'eau chaude sanitaire. Si vous voulez, c'est des gros ballons qui font 900 litres, qui sont dans les sous-sols. Évidemment, la température elle diminue tout doucement. Donc s'ils ne s'en aperçoivent pas, par exemple si ça arrive l'après-midi ou le soir, il n'y a pas d'eau chaude dans les chambres le lendemain matin. Donc ils remboursent les chambres. Donc en fait on évite, alors au-delà des consommations d'eau et d'énergie, donc c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies au niveau du groupe, on est en mesure de leur générer des économies complémentaires par rapport à tous les équipements critiques de l'hôtel qui évidemment tombent toujours en panne, mais en tout cas ils sont prévenus très rapidement de la panne et peuvent intervenir très vite pour éviter d'avoir des pertes d'exploitation au niveau du client, des pertes d'image aussi bien entendu, ou des pertes sur les groupes froids quand les denrées périssables sont ajoutées. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est qu'on agit sur toutes les contraintes sanitaires qui sont associées à l'hôtel, donc on est en mesure aussi de monitorer le risque de légionellose dans le circuit d'eau chaude sanitaire, par exemple. On n'est pas en mesure d'identifier la présence de germes, mais on est en mesure de dire, attention, les conditions sont réunies pour que la légionellose se développe. La même chose pour les groupes froids et la salmonelle. Donc là aussi, on est en mesure de leur sortir tous les rapports réglementaires par rapport à la partie sanitaire de l'hôtel, qui sont évidemment extrêmement critiques pour un hôtel. Et puis, finalement, ça devient un outil de performance, de gestion de la performance de l'hôtel, vous en avez parlé tout à l'heure. Ils sont en mesure de suivre, évidemment, à distance et en local, la performance d'un hôtel, d'identifier les usages. On travaille énormément sur les usages, donc ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire auparavant. Par exemple, ils vont suivre l'usage électrique d'une cuisine et identifier pourquoi dans l'hôtel à Tours, on a de la consommation électrique qui ne baisse pas entre 14h et 17h. Donc ils arrivent à identifier des problèmes de process à l'intérieur de l'hôtel, parce que le cuisinier oublie d'éteindre le jour l'après-midi, il éteint juste quand il part le soir. Ils arrivent même à calculer le prix de revient de l'électricité en prix de revient du couvert. Et ils sont en mesure d'identifier des anomalies. Donc, tout ça grâce au traitement qu'on peut faire autour de la donnée. Donc ça devient un outil de transformation complètement de leur métier de mainteneur, puisque c'est internalisé chez Accor. C'est Accor Invest, la filiale maintenant, c'est devenu une entité autonome qui gère les murs et tout le personnel à l'intérieur des hôtels. Donc leur métier de mainteneur est complètement bouleversé, et la RH, la même outil, ça devient un outil de transformation digitale et un outil de montée en compétence, évidemment, de tous ces mainteneurs, puisque toutes les tâches rébarbatives sont supprimées et on leur permet de travailler sur la donnée et sur l'analyse de ce qui se passe dans l'hôtel. Donc du coup, c'est vraiment pour eux un outil de pilotage de la performance de l'hôtel, c'est aussi un outil de pilotage de la performance des équipes, et puis c'est un outil d'aide à la décision aussi pour piloter leurs investissements concernant les rénovations des hôtels. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui touche toute l'entreprise Accor Invest. Pour finir, j'ai une question un peu transversale pour vous au niveau des... On a parlé beaucoup des nouveaux usages. Pour finir, je souhaitais évoquer les nouveaux métiers. Donc, vous, monsieur Akeboun, vous êtes... Enfin, on parle désormais plus de services généraux, mais d'environnement de travail, et vous êtes vous-même responsable d'environnement de travail. On a vu les compétences demandées évoluer. Monsieur Fichou, vous nous avez parlé juste avant du rapprochement du monde du numérique et du bâtiment dans vos équipes. Monsieur Ovorka, vous avez parlé d'OS du bâtiment, donc de l'entité qui allait devoir gérer ce réseau dans le bâtiment. Madame Colson, vous avez parlé également de ces nouveaux usages et qu'il fallait des nouvelles entités, des nouveaux acteurs pour mettre en place, pour faire évoluer, pour gérer ces nouveaux usages. Quels sont les, vous l'avez un peu évoqué dans votre présentation, quels sont les grands métiers que vous voyez évoluer, les nouveaux acteurs qui vont arriver dans le domaine du bâtiment connecté économique? Alors nous, effectivement, au niveau de l'environnement de travail, des métiers des services généraux, effectivement, évoluent. On gère plus effectivement on gère plus de data, on a un certain nombre de capteurs dans le bâtiment, il y a une nouvelle technologie, donc la
monter en compétences. Il y a des métiers de service, il y a aussi des compétences d'attitude, savoir vis-à-vis des collaborateurs internes. Donc ça, c'est une évolution et en fait, effectivement, dans le service, on a recruté des responsables de floor manager qui auparavant n'existaient pas pour accompagner justement ces services qualité bien-être. Et d'un point de vue, alors nous on se situe effectivement sur, à la fois en bout de chaîne et sur toute la chaîne, parce que du coup en tant que foncière aussi, on offre aussi ces services d'immeubles connectés à nos clients. Donc c'est aussi tout audit et tout, que ce soit au niveau du FM, au niveau des capteurs, au niveau des services, on est vraiment sur toute la chaîne. Que ce soit d'un point de vue utilisateur, ou d'un point de vue bâtiment, architecture, IT, enfin toute la chaîne. Et du coup, c'est important. De l'expérience qu'on a sur ce bâtiment-là, qui est aussi une vitrine de nos savoir-faire, et un bâtiment pilote, pour dire concrètement, voilà, on peut mettre en place un bâtiment digital connecté, flexible, dynamique, agile. On a mis en place un certain nombre de capteurs avec nos partenaires, et ça fonctionne. Ça, c'est Ensuite, effectivement, on se pose la question du suivi, que ce soit de la data qu'on va récupérer, de savoir comment on la traite, de la fiabilité aussi, parce que du coup, on voit de manière concrètement sur les capteurs, sur les écrans dynamiques d'étage, on a effectivement un bureau occupé, du coup ça passe au rouge, au vert, on c'est libre. Et le collaborateur va le dire, je comprends pas, ce bureau-là il est vide, alors qu'il apparaît sur l'écran rouge. Donc c'est toute cette finesse d'analyse au final qu'il faut avoir, parce que du coup, il faut leur expliquer au moment où il y a une présence, il y a 2 heures, le capteur garde cette présence pendant 2 heures. Donc il y a cet accompagnement aussi à faire au quotidien, et on a besoin aussi d'avoir ces informations-là. Les rapports et la data qu'on tire d'un certain nombre d'outils et autres, savoir aussi d'avoir des rapports qui soient exploitables en fonction de ce qu'on cherche effectivement, parce qu'un collaborateur ou un bâtiment ou un client ne va pas demander la même chose, et du coup d'arriver à faire tout ce travail-là avec toute la chaîne, on a tous les acteurs de la chaîne, que ce soit du FM ou les capteurs, et d'arriver à en faire des vrais outils de performance. Voilà. Moi, j'ajouterais un élément. En fait, ce qui est critique, c'est la qualité de la donnée. Vous l'avez mentionné. Et ça c'est un vrai sujet. Donc, il faut s'assurer que, évidemment, la donnée qui est remontée, puisque c'est là-dessus que va se faire la richesse de demain et même d'aujourd'hui, elle soit fiable. Donc, il peut y avoir énormément de problèmes. Il peut y avoir des erreurs humaines quand on paramètre les solutions. Il peut y avoir des erreurs de capteurs. Il peut y avoir des problèmes un peu partout sur toute la chaîne. Donc, il faut absolument s'assurer que, alors nous, on a des data scientists qui travaillent avec nos clients, côté métier, pour s'assurer que, globalement, on puisse donner de la donnée qui a vraiment du sens au niveau métier, et s'assurer que, quand il y a des problèmes, on arrive à les repérer. Donc ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire, et qu'il faut faire de façon systématique, sinon tout ce qu'on fait ne sert à rien. Oui, alors sur le BIM, sur l'OS, on monte en complexité. On gère beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Donc ça veut dire une révolution culturelle, que j'appellerais la fin des certitudes. Nous, au monde du bâtiment, cartésien, on travaille sur la tentative de fiabilisation d'informations. Si les gens qui font des télécoms ont réussi à mettre la voix sur IT et à mettre en place Internet, parce qu'ils ont géré toute la perte de données en ligne et la capacité de traiter de la donnée non fiable pour la retraiter et la rendre utilisable. C'est ça l'avancée du numérique. Or, nous, notre monde du bâtiment, on passe notre temps à essayer de fiabiliser une information à des coûts souvent élevés, alors que ça ne sert strictement à rien, et qu'on ferait mieux d'assumer de traiter les informations partielles que nous pouvons retraiter statistiquement, comme le fait le format MP3 pour la musique. Donc on voit bien qu'on change de monde. La capacité de nos collaborateurs à gérer l'incertitude, comprendre qu'une information doit être attachée à un niveau de fiabilité, assumer une incertitude complète et se recaler dans le service qu'il doit rendre à l'utilisateur, qu'il soit employé dans un bureau ou professionnel qui gère un immeuble, c'est se mettre à la place. J'ai visité des immeubles connectés de ce type-là dans plusieurs pays.
Il faut aussi travailler sur l'aspect digital. Ne pas vouloir imposer quelque chose. Un certain nombre de nos concitoyens ont envie d'avoir un lieu qui les rassure, qui est toujours le même. J'ai visité des bureaux, alors je ne citerai pas le nom, mais où j'ai vu des étiquettes sur les flex office où la personne disait merci de me laisser ce bureau parce que je l'utilise le mardi et le mercredi telle heure à telle heure. Et j'aime bien. Vous mettez ça comment dans votre application? Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre dans l'appli la capacité de réserver des bureaux parce que vous les aimez bien. Parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça se mette en place. Donc tenez compte des êtres humains, on fait des bureaux pour mettre des êtres humains dedans, pas pour faire des applis. Il est important de se mettre à la place des gens et d'assumer qu'ils ne sont pas tous pareils. Et que notre puissance de feu, et je pense que c'est là que les métiers vont évoluer, c'est qu'on va utiliser les outils industriels. Parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer là, le monde d'industrie, d'autres industries l'ont déjà évoqué. Quand j'entends Boeing qui signe un contrat de 50 ans de maintenance de données avec Dassault Systèmes, finalement la même chose sur l'immeuble serait très pratique. 50 ans de maintenance d'information avec une garantie de qualité d'information sur l'immeuble, ce serait super. On pourrait ainsi, comme dans un avion, tous les 5 ans changer les systèmes informatiques, tous les 10 ans changer tout l'équipement de la cabine, donc tout l'intérieur, le remettre tout le temps au bout du jour. Et donc je terminerai là-dessus. Je pense que le deuxième point qui est fondamental, c'est d'assumer que ce que nous faisons est obsolète. Et pas obsolète comme il l'était avant, avec une durée de vitesse de propagation de l'innovation dans le bâtiment et l'immobilier qui est de l'ordre de 8 à 10 ans, mais obsolète avec la vitesse de propagation de l'innovation du numérique qui est plus de l'ordre de 6 mois. Madame Colson, la conclusion. En fait, les deux points critiques, enfin les deux enjeux pour nous dans le métier du FME, nous on est structurellement fait pour embrasser une palette de services techniques, une palette de services pour faire vivre un bâtiment. Donc on y rajoute une brique de plus ou de moins, j'ai envie de dire, c'est pas trop le sujet. Le sujet qui est critique, c'est d'être en capacité de maîtriser, d'en connaître suffisamment sur cette technique pour travailler avec le bon partenaire qui va nous accompagner. Donc nous, l'impact du numérique dans nos métiers, il faudra qu'on ait plus de gens qui sont des informaticiens plus, dans mon jargon, pour nous aider à dire c'est telle plateforme plutôt que telle autre, c'est telle techno plutôt que telle autre, d'accord? Mais ça, c'est une corde de plus. Ce qui est assez fondamental et très nouveau dans notre métier de FME, et on le voit chez tous les clients que l'on accompagne, du siège social aux 5000 m², c'est cette notion de rapprochement de la communauté du client, et du fait que l'immeuble est un outil de performance du client, et pour cela, il faut travailler plus en symbiose avec le besoin du client. Avant, on faisait en sorte qu'un immeuble soit chaud, propre, réglementaire et avec une jolie hôtesse à l'accueil. Point. On était dans l'obligation de moyens. Maintenant, il faut qu'on aide notre client, qu'on soit précurseur en disant compte tenu de ta population, compte tenu de la communauté que tu es, compte tenu que tes collaborateurs voudront avoir envie de venir dans ton immeuble pour telle et telle raison, à ce moment-là, on va pouvoir aider les clients. Donc c'est plus chez nous cette notion de... Alors on a parlé de floor management, on parle de community manager, on parle de welcome manager, d'aucuns parlent d'hospitality manager. Je pense que c'est ces notions-là qui sont plus structurantes pour nous et qui sont en fait drivées par le fait que tous nos clients maintenant ont accès à tout de suite maintenant, et ça c'est le numérique.